Bonjour, chers amis, chers étudiants. Euh, donc, l'intitulé du chapitre d'aujourd'hui, c'est la mécanique ventilatoire ou la physiologie de la mécanique ventilatoire. Le terme respiration a une double signification. La consommation de l'oxygène dans le métabolisme des molécules organiques par les cellules désigne la respiration vraie. Mais couramment, on connaît vulgairement la respiration par sa deuxième signification, qui est l'échange d'oxygène et de gaz carbonique, CO2, qui se font entre l'organisme et l'environnement. Sont variables en fonction de la nature cellulaire. Ainsi, les êtres unicellulaires qui ont des échanges directs avec le milieu extérieur font ce qu'on appelle une respiration vraie. Mais les êtres pluricellulaires tels que l'être humain, leurs échanges se font indirectement par l'intermédiaire d'un système. C'est ce qu'on appelle l'appareil respiratoire. Et cet appareil respiratoire est responsable d'une respiration non vraie. Euh, donc l'appareil respiratoire permet les échanges entre le milieu extérieur et l'organisme. Le sang est un système de conduction. Il permet les échanges entre les systèmes respiratoires et les tissus. L'air écoulé traverse les conduits aériens et les tissus. L'air s'écoule à travers des conduits aériens en réponse à des mouvements respiratoires, l'inspiration et l'expiration. Ces mouvements font intervenir des muscles respiratoires sous une commande nerveuse et des variations de pression. Lorsque la pression dans le poumon est inférieure à celle de l'air ambiant ou de l'air qui nous entoure, l'air rentre dans le poumon. Et dès que la pression remonte, généralement par relâchement des muscles respiratoires et donc par phénomène passif, l'air ressort. C'est ça l'intérêt de ce cours, d'étudier et de tout ce chapitre, et d'étudier la complexité de simples gestes qu'on fait tous les jours, à savoir l'inspiration, ou autrement dit, le fait de faire entrer de l'air dans le poumon, et l'expiration, qui est le contraire, à savoir faire sortir l'air du poumon. Ces deux actions composent ce qu'on appelle le cycle respiratoire. Les poumons sont subdivisés en plusieurs lobes. Euh, deux lobes à droite, plutôt deux lobes à gauche, trois lobes à droite, mais c'est pas l'intérêt de notre cours. On a une unité fonctionnelle dans le poumon qui est l'alvéole. Quand on dit euh, unité fonctionnelle, ça veut dire c'est telle qui est donc la partie qui fait tout le travail, en d'autres termes. Ils sont en nombre de 300 millions d'alvéoles. Ce sont le site des échanges gazeux avec le sang. Les voies aériennes sont des conduits qui assurent l'écoulement des gaz avec des différences histologiques permettant de distinguer des zones de transition et des zones d'échange euh, et donc d'échange d'air, plutôt des gaz, CO2 et oxygène. Le premier conduit à travers lequel passe l'air est le nasopharynx. Donc ici, après ça passe au niveau de l'oropharynx,
et après hypopharynx et au larynx, et après on passe au niveau de la trachée. Au niveau du nasopharynx, on retrouve plusieurs plis qui augmentent. Donc ces plis ici, c'est les cornets supérieurs, moyens et inférieurs. Ce sont des replis qui augmentent la surface d'échange, ce qui amorce et donc commence l'humidification et le réchauffement du gaz inspiré. Il est responsable à lui seul de la moitié des résistances de l'ensemble des voies aériennes. Parce que ces replis sont séparés par un espace étroit, donc ici qui est en rouge foncé, conditionnant donc la quantité d'air qui peut être inspirée. Autre fait à savoir, c'est que généralement la muqueuse nasale est siège de vasoconstriction et de vasodilatation. Ça veut dire qu'elle se dilate et elle se contracte de façon cyclique. Donc, généralement, on a une narine qui est fonctionnelle et qui n'est pas bouchée, et l'autre qui est bouchée parce que la muqueuse est siège de vasodilatation. Cette vasodilatation est généralement là pour permettre plus ou moins d'accélérer le processus d'immunité primaire et donc de nettoyage de ce qui a été filtré avant. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous essayez de vérifier par quelle narine vous respirez maintenant, vous trouverez que vous respirez principalement par une seule narine. Et chaque 1 heure et demie, notre corps s'adapte et change la narine par laquelle on respire. Et donc, à chaque fois, on aura une partie qui sera fonctionnelle et une autre partie qui sera bouchée, et donc siège de vasodilatation et siège de nettoyage cellulaire et immunitaire. Le nez, le pharynx et le larynx forment les voies aériennes supérieures. Le pharynx est le carrefour aérodigestif auquel font suite deux conduits différents, l'œsophage en arrière et le larynx. Après, on aura la trachée en antérieur. Et donc l'épiglotte qui est ici, qui permet de protéger les cordes vocales et donc plutôt le larynx des liquides et des aliments qui sont destinés à l'œsophage. Bien sûr, le larynx est aussi l'organe de phonation et c'est lui qui est l'ultime protecteur de la trachée. Donc l'épiglotte fait la première protection. Et si on a quand même du liquide ou des aliments qui passent, les cordes vocales et donc seront la dernière protection contre une inondation de la trachée. La trachée, donc ici, donc elle survient après le larynx qui s'ouvre sur ce long conduit qui finit par se ramifier en deux branches, chacune pénétrant dans un poumon. Et après, chaque branche souche va se ramifier plus de 20 fois pour arriver à la toute fin aux fameuses alvéoles qu'on voit ici au niveau du schéma à droite. Donc pour résumer tout ça, on parle généralement de trois zones ou trois étapes par lesquelles passe l'air. Donc généralement, certains séparent en deux zones, certains en trois zones. Donc on aura la première zone, c'est la zone conductrice qui est uniquement responsable du transport de l'air
à l'unité fonctionnelle. Elle s'étend de la trachée jusqu'à la 14e génération de bifurcation, les branchioles terminales. Après, on a ce qu'on appelle la zone de transition. Donc, c'est surtout les branchioles respiratoires. Ça s'étend de la 15e, 16e jusqu'à la 18e génération de bifurcation. Euh, Elle est partiellement alvéolaire. Là, vous pouvez voir schématisé. Il y a quelques alvéoles qui l'abordent. Et donc, c'est pour ça qu'elle assure un double rôle de conduction et d'échange. Et c'est pour ça qu'on l'appelle branchiole respiratoire. Enfin, la zone respiratoire proprement dite, elle est constituée des trois générations de canaux alvéolaires qui donnent au sac alvéolaire, donc qui est la phase ultime, la phase terminale, et qui est le siège des échanges gazeux. Cette figure montre la répartition de la surface de section de l'arbre bronchique, autrement dit la répartition des résistances développées. Les résistances à l'écoulement de l'air sont plus importantes au niveau des parties supérieures, comme on a vu, donc au niveau du nez et donc de la bouche et de la trachée et des premières générations de branches souches et branches segmentaires avec une surface de section de 2,5 cm² au niveau de la trachée, donc un tuyau de 5 cm² quand on est au niveau de la trachée. Après, ça augmente jusqu'à 5 cm² au niveau de la troisième génération, ça veut dire les branches trachées, branches segmentaires, branches sous-segmentaires. Après, ça peut aller jusqu'à 1 m² au niveau de la 23e génération de branches, donc après avoir eu 23 divisions. Et donc, au final, au niveau donc, des branchioles terminales, ça représente une surface quand même de 80 m². Donc, on peut dire que les résistances les plus importantes se font en haut. Concernant les résistances de l'arbre bronchique lui-même, elles se font 90% du temps entre la trachée et la 15e génération. Et ça fait beaucoup de bruit en cas d'obstruction à ce niveau, et donc on aura des sibilants en cas de crise d'asthme. On peut avoir quand même dans les 10% restants des résistances qui peuvent être développées après la 15e génération. Et là, généralement, on aura un silence auscultatoire, on n'a pas de sibilant, quelle que soit la cause. Un petit mot concernant la plèvre. La plèvre, euh, elle est faite de deux feuillets en fait. Un feuillet viscéral qui entoure le poumon lui-même et un feuillet pariétal qui, on peut dire, qui est la couche interne de la cage thoracique ou de la paroi thoracique. Et entre ces deux feuillets, on a une fine lame liquidienne, un petit peu de liquide qui est retrouvé entre ces deux feuillets. Ce, ce liquide a un rôle de consolidation et donc il permet de mieux adapter les contraintes appliquées de part et d'autre des feuillets, entraînant donc un déplacement global de la cage thoracique. Donc on peut dire qu'il permet un petit peu un meilleur glissement du poumon et de la cage thoracique entre eux. Car donc, ces deux feuillets restent intimement accolés et presque tout le temps collés pendant les mouvements de respiration. Euh, et donc ces deux feuillets restent accolés car on a entre eux une pression négative importante. Cette pression négative est secondaire
un régime de pression vasculaire développé au niveau de la cavité pleurale. Donc le réseau vasculaire, surtout au niveau du feuillet pariétal, permet d'avoir une pression négative et donc de s'assurer que les deux feuillets pulmonaires ou les deux plèvres sont toujours accolés, mais pas collés, grâce à une pression négative, et donc elles ne sont pas collées parce qu'elles sont toujours en mouvement grâce à une petite quantité de liquide pleural. Donc là j'ai déjà expliqué cette planche, donc mais j'insiste dessus, je la mets en rouge car c'est un des principes fondamentaux qui explique la mécanique ventilatoire. Donc l'origine de la négativité de la pression pleurale est due à des forces élastiques développées par le poumon. Donc le poumon, il faut savoir que c'est un organe élastique grâce à son interstitium. Je pense que vous avez vu ça dans le cours d'histologie. Et donc l'interstitium est fait de plein de fibres élastiques. Donc c'est un organe très élastique. Et donc il aura tendance toujours à se collaper. Toujours si on le relâche, il va se collaper. Mais la paroi thoracique ainsi que la réabsorption des gaz par le réseau vasculaire dont on a parlé font que le poumon est toujours collé à la paroi thoracique. La paroi thoracique et la pression négative tire le poumon toujours en le dilatant et sa nature élastique va tirer toujours pour qu'il se contracte, et ce phénomène va aider et faciliter la respiration. Le principal muscle respiratoire est le diaphragme qui sépare la cage thoracique de la cavité abdominale. On va voir après un schéma. Son intervention motrice est sensitive, se fait par le nerf phrénique. Donc il est innervé par le nerf phrénique. Phrénique, c'est en latin diaphragme. Il est richement vascularisé et classiquement, il est fait des trois catégories de fibres musculaires connues. Les fibres lentes ou de type 1 qui sont endurantes et riches en myoglobine et en mitochondries. Qui ont un pouvoir, grâce à ça, ils ont un pouvoir oxydatif élevé et une résistance à la fatigue. Et elles représentent 55% plus de la moitié des fibres musculaires du diaphragme. On a aussi des fibres rapides de type 2A qui sont résistantes à la fatigue et qui ont en plus un pouvoir glucolytique fort et une activité ATPasique élevée, et elles représentent 20% des fibres musculaires du diaphragme. Enfin, on a des fibres de type 2P qui sont rapides mais fatigables, sont de nature blanche et représentent environ 25% du muscle du diaphragme. Ces détails vous les trouverez dans le polycope qui va suivre ce cours. Donc, comme vous pouvez le voir par ce petit schéma, vous pouvez voir la localisation du diaphragme et son action conductrice. Sa contraction plutôt, apaise les coupoles diaphragmatiques dans des conditions de repos de 1 à 1,7 cm et de 5 à 10 cm lorsque on est en effort maximal. Ces mouvements abaissent la pression alvéolaire. Donc là, le diaphragme se contracte. Quand il se contracte, il est en bas. Il va diminuer la pression au niveau des alvéoles et il va augmenter le diamètre vertical de la cage thoracique, provoquant l'expansion du volume pulmonaire. Donc, il va tirer contre l'élasticité du poumon et il
va en même temps lutter contre la pression abdominale en bas. Il va refouler le contenant abdominal. Maintenant on passe au deuxième muscle respiratoire, c'est les muscles intercostaux. Donc elles ont quand même un rôle mineur par rapport au diaphragme, surtout au repos. On en a deux types, les intercostaux inspiratoires et les intercostaux expiratoires, qui contiennent principalement des fibres musculaires de type 1, ça veut dire action lente, plus de 65% de fibres endurantes. Donc du fait de l'orientation de ces fibres, là on va parler des intercostaux inspiratoires, la force appliquée plus près de l'axe de rotation, donc l'axe de rotation il est là de la côte, donc elle va forcer, donc la force appliquée de l'axe de rotation de la côte inférieure, euh, on passe au deuxième muscle respiratoire après le diaphragme, mais quand même le diaphragme ça reste largement le muscle respiratoire le plus important, surtout au repos. Donc après, on a les muscles intercostaux qui sont principalement faits de fibres à action lente et endurante de type 1. Donc, comment se fait l'action de ces muscles intercostaux? Donc, je vais expliquer celles des intercostaux inspiratoires qui sont, c'est des muscles intercostaux. Donc, comment elles permettent euh, de dilater la cage thoracique et pas le contraire de collaber. Donc le fait que la partie supérieure est plus proche de l'axe de rotation de la côte supérieure et la partie inférieure est plus éloignée de l'axe de rotation de la côte inférieure, donc la force qui est appliquée le plus loin de l'axe de rotation aura le plus d'impact. Et donc, lorsque ce muscle se contracte, il aura plus un effet de faire monter la côte que de la côte inférieure que de faire descendre celle qui est en supérieur parce qu'il est tellement proche de l'axe de rotation, il aura besoin de plus de force. Donc je pense que vous connaissez ça de vos cours de physique au lycée, donc قوة العزم. Et donc ceci permet d'expliquer le mécanisme d'action des muscles intercostaux inspiratoires. Les muscles intercostaux expiratoires, ils ont une orientation contraire et donc elles ont un effet contraire puisqu'elles vont collabeller les côtes, elles vont faire descendre les côtes supérieures et faire expirer l'air de la cage thoracique. Troisième muscle respiratoire qu'on va citer, c'est pas un seul muscle bien sûr, c'est les trois muscles scalènes. Donc généralement on a le muscle scalène postérieur, moyen et antérieur. Leur action est limitée à la première côte, aux premières côtes plutôt, donc première, généralement deuxième. Et ils auront presque le même effet que les muscles intercostaux, puisqu'elles vont permettre d'élever et d'augmenter le diamètre antéro-postérieur de la cage thoracique et donc permettre une inspiration. Donc là, on retrouve les muscles scalènes schématisés sur notre schéma. Donc, comme vous pouvez le voir, généralement, ça s'arrête au niveau de la première côte. On a d'autres muscles inspiratoires et accessoires, le petit pectoral, le sternocléidomastoïdien, qui tous les deux ont des rôles inspiratoires plutôt négligés ou négligeables comparé au diaphragme et à d'autres muscles. Donc là, au risque de me répéter, je vous rappelle que l'expiration est un phénomène passif qui résulte de la relaxation des muscles inspiratoires et
du retour élastique du tissu pulmonaire. Ce tissu qui a été étiré lors de l'inspiration, et donc le poumon revient à sa position initiale. Donc on peut dire que l'expiration est un phénomène passif, généralement, donc en dehors des activités physiques importantes ou bien en dehors d'une expiration forcée, uniquement par relâchement des muscles inspiratoires. Par contre, on peut citer quelques muscles expiratoires qui participent à cette expiration forcée ou actif. Principalement lorsqu'on fait une expiration volontaire ou ça veut dire qu'on souffle, ou lorsque on fait un effort physique important. Et donc l'un des principaux muscles expiratoires, donc en dehors des muscles intercostaux expiratoires, donc on a les muscles abdominaux, notamment le grand droit de l'abdomen et les obliques internes. Ces muscles, lorsqu'ils se contractent, ils poussent le diaphragme vers le haut, et donc ils vont participer à un effort d'expiration en augmentant la pression d'abord au niveau des alvéoles, et après en augmentant la pression au niveau des alvéoles, l'air va sortir par les voies aériennes. Donc maintenant qu'on a plus ou moins fini avec l'anatomie, on va dire quelques mots sur les études de pression. Les différences de pression alvéolo-buccale développées par les muscles respiratoires, tant inspiratoires ou expiratoires, sont nécessaires pour vaincre les résistances à l'écoulement des gaz des voies aériennes. En réalité, dans la pratique courante, on fait très peu d'études de pression. La seule pression qu'on peut étudier, donc on le fait rarement, puisque ça demande un matériel lourd et coûteux, donc c'est l'étude de pression dynamique qui permet de mesurer la pression alvéolaire. Et on va détailler ça ultérieurement. En étudiant la pression alvéolaire, on va essayer de mesurer ce qu'on appelle la quantité de volume résiduel dans les poumons après une expiration forcée. À part ça, ce schéma a très peu d'intérêt pour vous. Par contre, étudier les volumes, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, que ce soit de manière statique ou dynamique. Donc, soit avec, au début, lorsqu'on étudie les volumes mobilisés par le poumon, donc au début, on avait les spiromètres à cloche. Donc, à cloche, c'est à cause de cette forme-là. Et donc, le malade respire, et selon les différences de niveau d'air, donc ça va nous donner un tracé. Et donc, c'est comme ça qu'on faisait les premières spirométries. Après, on a eu les spiromètres à pneumotachographe plutôt, pardon. Et donc ça permettait d'étudier aussi les volumes mobilisés au niveau de la bouche avec des phénomènes physiques, donc selon des phénomènes électriques au niveau des capteurs métalliques que vous voyez ici. Mais ces deux spiromètres que je viens de citer sont de moins en moins utilisés. Actuellement, on utilise principalement des spiromètres à turbine, donc avec une petite turbine ici à l'intérieur qui tourne, et avec un transmetteur et un récepteur, on va quantifier la vitesse de rotation de cette turbine et indirectement quantifier le volume
d'air qui est mobilisé lorsque le malade fait une inspiration ou une expiration. Très bien. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc, euh, l'aspirométrie, il faut déjà savoir que l'aspirométrie, vulgairement, dans la pratique quotidienne et chez les non-initiés, les gens parlent de EFR. Le EFR, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire. Et c'est une erreur de parler de EFR, puisque le EFR, c'est toute exploration fonctionnelle respiratoire. Ça inclut une multitude d'explorations, plethysmographie, cathétérisme cardiaque droit, cathétérisme artério-veineux, épreuve d'effort pulmonaire, plethysmographie, spirométrie, et j'en passe. Donc en réalité, lorsque les gens parlent de EFR, ce qu'ils veulent dire c'est spirométrie. Donc cette spirométrie va permettre d'étudier des volumes statiques et des volumes dynamiques donc en quelque sorte des vitesses. Pour les volumes statiques, comme vous le voyez dans ce schéma, elle va permettre d'étudier déjà les volumes mobilisables, donc tous les volumes qui passent par la bouche. Donc, le volume courant, lorsque le malade respire normalement. Après, le volume de réserve inspiratoire, c'est la capacité de réserve inspiratoire. Après, on aura le volume de réserve expiratoire. Et donc, le volume de réserve inspiratoire plus volume courant plus le volume de réserve expiratoire font ce qu'on appelle la capacité vitale. C'est quasiment ce qu'on peut mobiliser par la bouche. Si on fait une inspiration forcée et on expire totalement, combien de litres on arrive à faire expirer. Et donc la quantité, elle varie selon le sexe, l'ethnie, l'âge, la taille, le poids du sujet. Et donc pour ces volumes, on parle toujours de litres, mais aussi de pourcentage à une norme normale pour un sujet de taille, de sexe et de poids équivalent. Après, on a les volumes non mobilisables qui est le volume résiduel. Donc, le volume résiduel, c'est un volume qui ne passe pas par la bouche. Il va rester toujours dans le poumon. Et donc, comment quantifier ce volume résiduel qui reste dans la bouche? Et donc là, on va voir, on utilise ce qu'on appelle la pléthysmographie. C'était à cause de cet appareil qu'on a parlé d'études de pression. Donc cet appareil, c'est une cabine avec des capteurs de pression atmosphérique externe et à l'intérieur. Et en quelque sorte, c'est un type de spiromètre. Et donc, en plus de la spirométrie, cet appareil va nous permettre de deviner la pression alvéolaire et de la pression transthoracique. Et ainsi, elle va permettre d'étudier indirectement le volume résiduel. Lorsqu'on prend le volume résiduel et on ajoute à la capacité pulmonaire totale, on aura euh, à la capacité vitale, on aura capacité vitale plus volume résiduel, on aura la capacité pulmonaire totale. C'est quoi la capacité pulmonaire totale? C'est le total d'air qui peut être introduit dans le poumon. Donc là, c'est le schéma qu'on vient de voir. Capacité pulmonaire totale, je répète. Capacité vitale, capacité inspiratoire, volume de réserve expiratoire et volume de réserve. Capacité volume courant. Et là, c'est les volumes statiques, mobilisables. Et là, en bleu, non mobilisables. Là, c'est les volumes dynamiques, ou autrement dit, c'est des vitesses. Et donc là, on va étudier la vitesse par laquelle
le sujet peut expirer le maximum d'air en une seconde. C'est ce qu'on appelle le VMS, le volume expiratoire maximum seconde, ou le volume expiré maximum par seconde. Ça, c'est l'un des meilleurs indices pour savoir si on a une obstruction ou on n'a pas d'obstruction bronchique. Mais c'est pas le VMS en lui-même, c'est pas un indice qui va nous dire est-ce qu'il y a obstruction ou pas. Oui, il oriente. On va surtout l'utiliser pour savoir la gravité de l'obstruction. Mais pour réellement dire est-ce qu'il y a obstruction ou pas, on calcule ce qu'on appelle l'indice de Tifno. C'est quoi l'indice de Tifno? IT égale VEMS sur capacité vitale. Et lorsque, dans la normale, cet indice de Tifno est supérieur à 70%. Parce que, pourquoi on utilise cet indice et on n'utilise pas le VMS? Parce qu'il y a toujours des variables entre des sujets et, et aussi entre la coopération lorsqu'on fait cet examen. Et si on a un syndrome restrictif avec une diminution de la capacité vitale, c'est normal que le VMS descend. Donc, une chute du VMS sans chute de la capacité vitale est un syndrome obstructif. Une chute du VMS avec une chute de la capacité vitale, c'est soit un syndrome restrictif, scoliose ou fibrose, soit c'est un syndrome mixte avec association de syndrome restrictif et de syndrome obstructif. Et vous allez étudier tout ça en quatrième année. Donc, ce cours sera associé à une séance interactive avec questions-réponses où vous aurez le droit de poser vos questions et j'aurai l'opportunité de poser les miennes. Et je vous remercie.